Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette 5e édition de notre présentation des membres digitales. Merci pour votre fidélité et d'être toujours plus nombreux à nous suivre dans ce format qui a pour objectif, je vous le rappelle, de partager avec vous l'expérience, mais aussi de comprendre les attentes des membres du premier réseau d'affaires franco-suisse. Alors, je suis ravie de modérer cette session et d'accueillir 4 intervenants. Nous avons un panel 100% masculin aujourd'hui, avec tout d'abord Lou Malavoie, qui est le Sales Manager d'un lieu d'exception, l'Evian Resort. Ensuite, nous accueillerons Bruno Faeda, le fondateur d'FBX Capital, qui nous présentera sa société de conseil en transmission d'entreprise et en finance. Nous prendrons ensuite de la hauteur avec Sébastien Fabre, CEO de Cita, entreprise qui connecte et manage la transmission de données dans le secteur aérien. Et enfin, nous découvrirons les solutions d'aménagement de l'espace public de ProUrba Suisse avec Antoine Malherbe, le responsable de filiale, chargé d'affaires et associé. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques précisions en termes d'organisation. Vous allez tout d'abord assister à environ une demi-heure de présentation de ces 4 entreprises. Puis, nous aurons une séance de questions-réponses qui durera une vingtaine de minutes et pour laquelle je vous invite à poster toutes vos questions au fil de l'eau dans la partie conversée qui se trouve juste en bas. Ensuite, vous serez redirigé vers une salle de discussion. Il suffira d'accepter la notification. Et pendant une petite demi-heure également, vous pourrez échanger en groupe et poser vos questions à l'un des intervenants. Nous nous retrouverons enfin à nouveau en plénum pour une petite conclusion. Je vous précise également que toute la session en plénum sera enregistrée et rediffusée en replay sur nos canaux. Alors, quelques recommandations afin d'éviter les bruits parasites. J'invite tous les participants à couper leur caméra et leur micro afin de ne pas gêner les intervenants. Et je vous encourage à renommer votre profil avec prénom, nom et éventuellement le nom de votre société, ce qui nous facilite la répartition pour les groupes de discussion. J'ouvre maintenant le bal des présentations en donnant la parole à Lou Malavoie, le Sales Manager de l'Evian Resort. Alors, bonjour à tous. Merci tout d'abord, Émilie, pour l'introduction. Et je remercie également la CCI France-Suisse qui me laisse l'opportunité de vous présenter aujourd'hui l'Evian Resort. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, voilà, je m'appelle Lou Malavoie, comme l'a si bien dit Émilie. Je suis responsable des ventes à l'Evian Resort depuis maintenant quasiment 2 ans. En ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé mes études dans le management des unités commerciales avant de me spécialiser en tourisme. Depuis, j'ai maintenant 9 années d'expérience dans l'hôtellerie de luxe. J'ai eu la chance d'exercer dans 6 établissements de haut standing, 4 pays différents avec le Canada, les Caraïbes, l'Angleterre et bien sûr la France, et 3 métiers. Donc, j'ai commencé en fait en tant que réceptionniste, j'ai fait plusieurs années en tant que concierge et me voici maintenant aux ventes. Donc, ce qui m'amène à l'Evian Resort. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'Evian Resort. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, comme son nom l'indique, c'est un resort. Donc, il est situé à seulement 45 km de Genève. Donc, ce qui fait 1 heure en voiture et à peu près 1 heure également avec le Léman Express. Et seulement une quarantaine de minutes avec notre bateau l'Evian One, que vous pouvez voir ici au centre, qui est en fait un bateau assez unique, écologique, donc 2 fois plus écologique qu'un bateau normal. Donc, à l'intérieur, vous trouverez 8 sièges donc, en cuir, très agréable. Vous aurez la possibilité de prendre une coupe de champagne. Donc, voilà, c'est une façon assez originale, rapide et assez sympathique pour nous rejoindre ici à Évian. Donc, une fois que vous arrivez à Évian, vous arriverez en fait dans un grand parc privatif. C'est un parc qui nous appartient, qui fait 19 hectares. Dans ce parc, vous aurez 2 hôtels. Donc, le premier qu'on voit en haut à gauche, c'est l'hôtel Royal. Donc, c'est un 5 étoiles, palace, 150 chambres. Nous avons 3 restaurants, dont un avec une étoile Michelin. Et ici, on va plutôt être, en termes d'ambiance, être un style belle époque avec une touche de design contemporain. Donc, l'hôtel a entièrement été rénové en 2015. Et juste à côté, donc à 3 minutes à pied, vous avez l'hôtel Hermitage, qui est ici sur la droite. Donc ici, on va plutôt être sur une maison un peu familiale, donc une ambiance très chaleureuse, très cosy. Donc l'hôtel a entièrement été rénové en 2010. Il a 80 chambres, ce qui fait qu'il est privatisable donc très facilement si vous avez des groupes de moyenne taille. C'est-à-dire qu'après l'hôtel, vous en faites ce que vous voulez. Ça devient votre espace. Donc tout est possible. Et il a également un restaurant. Donc au total, sur ces 2 hôtels, on va avoir 230 chambres, 4 restaurants, donc 202 conférences et un total de 22 salles de séminaire. Ce qui fait qu'on a vraiment une belle capacité d'accueil pour les petits comme pour les gros groupes et qu'on peut facilement du coup respecter les distanciations sociales un peu imposées en ce moment.
Alors, on a également entre ces deux hôtels un auditorium donc, qui s'appelle la Grange au Lac, qui est un bâtiment qui est tout en bois, qui est voilà, très original, qui rappelle un peu en termes d'architecture une dacha russe. Donc, vous pouvez voir ici en fait l'intérieur. Donc, il accueille chaque saison des événements musicaux, mais on peut également accueillir vos événements qui sont un peu avec des gros groupes, parce qu'on a quand même 1100 places assises. Et voilà, donc pareil, ici, c'est très facile de respecter les distanciations. Donc, il faut savoir que ces 3 bâtiments, c'est vraiment 5 minutes à pied maximum chacun voilà, de parcours. Ensuite, si vous prenez l'une de nos navettes, vous descendez en fait la colline, et en moins de 5 minutes en voiture, vous arriverez à notre casino. Donc, au casino, vous aurez également d'autres restaurants et d'autres salons, donc, qui peuvent être utilisés, par exemple, pour vos soirées dansantes. On a notamment un salon avec une grande scène. Vous pouvez faire des spectacles, des concerts, tout est possible. Ensuite, vous pouvez reprendre une de nos navettes et vous arriverez en moins de 5 minutes à notre golf et à notre académie de golf. Donc, l'académie de golf, il faut savoir qu'on a également une autre possibilité d'hébergement là-bas, c'est le manoir. Donc, en fait, c'est un manoir qui est situé au milieu de l'académie. À l'intérieur, vous avez 7 chambres et vous pouvez accueillir jusqu'à 17 personnes. Donc, ça peut être bien si vous êtes un petit groupe et vous voulez vraiment ce côté privatif ou vraiment vivre l'expérience golf, c'est parfait. Donc, possibilité de le privatiser. Et à l'académie, on a également 6 modules. Donc, 6 modules d'entraînement qui conviennent aux débutants comme aux confirmés. Donc, ils peuvent être tout à fait utilisés, par exemple, pour vos team building. Vous serez en fait divisé en petits groupes, accompagnés d'un pro. Alors, ce qui m'amène au team building, il faut savoir que nous avons en fait en interne une équipe qui est dédiée à l'organisation des activités, qui s'appelle l'équipe sport et culture, donc qui est composée de guides culturels et sportifs. Et c'est des personnes qui vous conseilleront sur l'organisation de vos activités team building et qui vous accompagneront du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça, c'est un de nos gros plus. Donc, en résumé, parce que c'est beaucoup de choses, pourquoi venir à l'Évian Resort pour vos séminaires? Tout simplement parce qu'on va avoir quand même un dépaysement qui est accessible à moins d'1 heure en voiture. On va avoir une grosse capacité d'accueil, donc 230 chambres, une dizaine de restaurants, 22 salles de séminaire. Et surtout, on a un grand terrain de jeu en termes d'activité, parce qu'on est vraiment situé entre lac et montagne. Donc, peu importe la saison, il y aura toujours plein de choses à faire, même au sein de notre parc. Donc voilà un peu pour l'Évian Resorts. Voilà, parfait. On a également donc des projets en développement. Ah, pardon, attendez, si on peut revenir juste avant. Merci. Parce que voilà, donc l'Évian Resort convient à vos séminaires, mais peut également convenir pour vos séjours privés, bien entendu. C'est-à-dire que si vous cherchez, par exemple, le côté bien-être, vous pouvez tout à fait venir relaxer à l'Évian Resort. Nous avons 3 spas, donc un à l'Hôtel Royal, un à l'Hôtel Hermitage et un au Thermes d'Évian, qui sont en bas. Vous pourrez tester, par exemple, la cryothérapie. Vous avez également des retraites yoga. Voilà, vraiment le côté relaxation. Pour les familles, il faut savoir que le temps d'un swing au golf ou d'un cocktail au casino, on s'occupera en fait gratuitement de vos enfants. On a un Kids Club qui est interne au resort et qui accueille les enfants de 4 mois jusqu'à 15 ans. Donc un Kids Club et un Teens Club. Donc ils ont leur propre espace qui fait 1000 mètres carrés, ils ont leur propre piscine, ils ont leurs espaces un petit peu, leur terrain sportif, leur terrain de jeu, ils ont leur salle de spectacle et même une salle juste pour les déguisements. Et bien sûr, ils sont entourés de professionnels, donc je vous assure qu'on s'occupera bien d'eux. Et enfin, pour ceux qui ont l'oreille musicale, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des événements musicaux donc à chaque saison. Donc voilà, donc à la Grange au Lac, et je vous assure, ça vaut vraiment le coup, l'expérience. J'ai eu la chance de le tester mon premier jour ici à l'Évian Resort, et c'était vraiment incroyable. Et donc voilà, donc venir à Évian, c'est vraiment venir se ressourcer, et vraiment, c'est une évasion en pleine nature. Donc il convient au séminaire comme pour vos séjours privés. Et donc voilà, on a des projets en développement. Donc ici sur la gauche, on peut voir notre salon canopé. Donc c'est notre nouveau salon qui est à l'Hermitage. Donc c'est un salon qui est un peu atypique, qui sort un peu du schéma classique du salon avec une grande table et chacun qui est face à face. Et donc voilà, vous avez des fauteuils, vous avez des canapés, vous avez des ballons pour vous asseoir dessus, vous avez également un vélo, vous pouvez mettre l'ordinateur dessus. C'est vraiment pour favoriser l'échange et la créativité. Après, vous avez Eve, donc Evian Virtual Events, qui en fait, maintenant, vous pouvez vous réunir à la fois à Évian et à distance grâce à notre équipement multiplex. Donc, ça va être de l'événement hybride, pour avoir la possibilité de mettre un studio virtuel, par exemple, qu'on peut installer sur la scène de la Grange au Lac avec des grands canapés, donc, ce qui fait un cadre très sympathique. Possibilité de faire des moments de pause interactifs, ou encore des team building en ligne. Donc, voilà, donc ça, c'est tout nouveau, c'est un petit peu adapté à ce qui se passe en ce moment. Ça vous permet de vous réunir tout en gardant les distances de sécurité. Et voilà. Au milieu, on a, donc c'est une raquette de paddle tennis. On est en train de faire une refonte un petit peu de nos terrains sportifs
Avant, nous avions des terrains de tennis et un terrain multisport. On est en train d'y ajouter un terrain de paddle tennis. Donc, c'est la petite raquette. Donc, on en aura un couvert et un à l'extérieur. Projet de le terminer pour avril. Donc, il pourra être utilisé pour vos team building comme pour vos séjours privés. Et enfin, sur la droite, donc, vous avez l'académie, avec le manoir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, à l'académie, on a un nouveau parcours. Il s'appelle de Lake Course, qui est 6 trous. L'ancien avait seulement 4 trous. Il peut être fait en 1h30 et il convient aux débutants comme aux confirmés. Donc voilà, l'académie en tout cas a réouvert, début février. Donc j'invite nos membres golfeurs ou ceux qui veulent essayer à venir nous rendre visite. Et donc voilà pour les projets en développement. Et pour terminer, donc les attentes relatives à l'adhésion. Alors moi, je suis très photo. Donc pour moi, celle-ci représente un peu mes attentes qui sont le réseau, avoir la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. Et bien sûr, la possibilité d'accueillir les événements, les séjours privés des membres de la CCIFS. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc c'est beaucoup d'informations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Lou. Merci. On a quand même quelques questions qui arrivent déjà dans la chat box. Je les poserai à l'issue des 4 présentations. En tout cas, voilà, ça donne envie de repartir en vacances très bientôt dans ce magnifique établissement. Nous entrons maintenant dans un registre complètement différent, celui de la finance et de la transmission d'entreprise avec le fondateur d'FBX Capital. C'est à vous, Bruno Faïda. Si j'active le micro, ce sera plus facile. Merci Émilie, merci à la CCI France Suisse. Bon, effectivement, on est dans un registre totalement différent, même si ça m'a fait voyager un petit peu. Donc, merci à Lou pour la présentation. Donc, effectivement, nous, on est un groupe, donc si on peut passer la slide de présentation, qui intervient essentiellement au départ dans le domaine de la transmission d'entreprise et de la levée de fonds en capital. Donc, c'est un métier dans lequel aujourd'hui, on a une intervention qui est aussi bien en France avec le groupe qui s'appelle Arkelfia côté français et en Suisse avec donc la société sœur qui s'appelle FBX Capital. L'objectif finalement de notre intervention, elle est relativement simple. Aujourd'hui, les PME et les ETI ont une fiduciaire côté suisse pour s'occuper de la partie comptable, ressources humaines, administratives. L'avocat va gérer les sujets juridiques et nous, on a une structuration finalement d'équipe qui va gérer tous les sujets financiers d'une entreprise. Donc, pas les sujets patrimoniaux, mais vraiment les sujets opérationnels d'une entreprise, surtout la partie financière. Donc, c'est un groupe qui s'est structuré dans le temps, aujourd'hui avec plusieurs implantations. Donc, côté suisse, une implantation à Genève, une implantation à Lausanne. Donc, un champ d'intervention qui va de Genève, Nyon, Lausanne. Et en France, une implantation avec un siège social à Annecy et une société à Lyon qu'on a rachetée en 2019. Donc, voilà, on a une activité qui, sur le plan géographique, qui est assez horizontale aujourd'hui et qui s'est structurée dans le temps, finalement, avec une évolution naturelle pour l'accompagnement des entreprises, avec 3 pôles bien distincts. Donc, un pôle de transmission d'entreprise où notre métier, ce n'est pas simplement de mettre en relation finalement des vendeurs et des acquéreurs, mais c'est de structurer vraiment l'intégralité d'un deal de transmission d'entreprise. Donc, on va préparer une société à la cession. On va faire effectivement la valorisation de la structure, la valorisation financière et pas uniquement comptable. Structurer un mémo et une présentation, rechercher les repreneurs, structurer les financements et effectivement effectuer l'intégralité de la négociation et de la structuration du deal pour que les opérations puissent se faire. En 2017, on a commencé à structurer une offre complémentaire, parce qu'en fait, beaucoup des dossiers sur lesquels on intervenait nécessitaient une opération de financement de la part des banques. Donc aujourd'hui, on a des partenariats aussi bien en France qu'en Suisse avec la plupart des établissements bancaires, qui nous permet effectivement de structurer les dossiers pour les faire correspondre aux critères du marché et rapidement aussi donner des informations sur la faisabilité ou pas de certains deals. Donc aujourd'hui, cette activité de financement, elle s'est élargie. C'est plus uniquement le financement, ce qu'on appelle LBO, c'est-à-dire les financements pour les rachats de sociétés, mais un financement où on a fait une cartographie de l'intégralité des outils qui existaient pour les entreprises et qui nous permet de finalement descendre le maillage complet des outils de financement. Donc, ça peut passer effectivement d'un volet d'investisseurs en capital. Donc, ça va effectivement de la start-up qui a besoin de capital en passant par la PME en développement, voire certains groupes relativement importants qui cherchent à structurer leurs fonds propres. Tout le volet bancaire classique connu qu'on va gérer, donc les courts termes, des couverts, ATF en Suisse, et effectivement les financements, ce qu'on appelle de CAPEX, donc financement de matériel, financement opérationnel, de la trésorerie et jusqu'au financement immobilier. Donc, on a une offre qui est très complète aujourd'hui sur l'accompagnement en financement,
Et on est allé chercher des outils complémentaires qui étaient finalement très peu développés en Suisse en termes d'accompagnement et de courtage. Donc aujourd'hui, on a effectivement tout le volet leasing et leaseback qui sont le financement et le refinancement d'actifs, donc classiques qu'on peut connaître, hein, matériel ou autre, et une solution qui finalement existe en Suisse depuis quelques années, mais finalement n'était pas aussi développée qu'en France, qui est un des plus gros marchés mondiaux, qui est le factoring, donc le financement de factures qui permet effectivement de pouvoir générer de la trésorerie pour les entreprises. Donc ça, c'est le deuxième pôle qu'on a monté. Et le troisième pôle qui est devenu un pôle de plus en plus important, où on est revenu finalement à l'idée d'origine de devenir le troisième conseil opérationnel régulier d'une entreprise pour gérer tous les sujets financiers d'une entreprise, mais dans un format un peu plus facile, à savoir un forfaitaire à l'année. On estime le besoin de l'entreprise, donc on n'est pas de la direction financière externalisée, on n'est pas des CFO, on est vraiment sur la gestion opérationnelle pour les clients. Donc, effectivement, on va gérer des cotations, par exemple, auprès des assureurs crédits. On va analyser les bilans avant de les envoyer aux banquiers. Voilà, on dit toujours à nos clients qu'il ne faut jamais envoyer un bilan brut aux banques. Donc, on va effectivement faire cette analyse-là préalable et on va effectivement aider les groupes à structurer leur stratégie de développement, voir ce qui est faisable, pas faisable, les financements qui permettraient effectivement de développer des groupes. Donc, c'est une offre globale où aujourd'hui, donc on a une équipe côté suisse, 2 personnes en complément de moi qui intervient effectivement sur le volet suisse. Et au niveau du groupe, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Voilà. Au niveau de mon parcours personnel, donc, nous, on est parti de l'idée justement que pour pouvoir parler de finances d'entreprise, il faut avoir connu un petit peu l'autre côté de la barrière. Donc, dans un premier temps, effectivement, j'ai fait des études qui étaient dédiées à ce métier-là, donc de l'ingénierie financière et de transaction, ce qui sont des études totalement différentes du volet expertise comptable, fiduciaire ou autre. C'est vraiment des spécialisations un peu atypiques dans le monde de la finance. On ne fait pas non plus de finance de marché, on ne fait pas de bourse. On est vraiment spécialisé pour l'accompagnement du marché entreprise et les problématiques liées au financement et aux transactions, essentiellement des marchés PME et des ETI. Donc, c'est ce qui permet aujourd'hui effectivement d'avoir cette visibilité-là globale sur les besoins d'un client. Bon, une petite anecdote, effectivement, puisque j'ai été sportif de haut niveau, ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre déjà très jeune. Et puis, surtout l'accompagnement des entreprises, on se rejoint au niveau de certains clients qui sont assez typés dans le business et dans le sport. Et puis avant, effectivement, les opérations d'FBX Capital, j'ai eu l'occasion d'œuvrer pendant un peu moins d'une dizaine d'années dans différents fonds d'investissement. L'objectif de ces différents fonds était de rentrer au capital d'entreprises pour les aider à se développer ou dans le cadre justement de transmission d'entreprise. Donc, j'ai eu l'occasion effectivement d'être proactif et partie prenante dans ces dossiers-là, puisque j'étais au capital des sociétés, donc au conseil d'administration, aux assemblées générales, et dans l'accompagnement effectivement de la structuration des boîtes pour leur permettre de se développer ou à terme de se vendre, puisque c'est ce qui a aussi fait ma force, l'opérationnel sur pas mal de dossiers effectivement de transmission dans lesquels j'étais au capital et qui a permis finalement à terme de structurer l'offre aujourd'hui de FBX Capital. Donc aujourd'hui, au niveau de mon parcours, donc, je suis dirigeant des différentes banques d'affaires du groupe, donc côté français Arcalfia, comme je l'avais évoqué, et côté suisse FBX Capital. Aujourd'hui, la terminologie de banque d'affaires, hein, c'est des cabinets de conseil relativement importants qui ont cette capacité-là de traiter les sujets financiers et particulièrement les transactions. À titre personnel, aujourd'hui, donc, j'ai des participations au capital aussi de certaines entreprises, ce qui me permet aussi, alors qui ne sont pas clientes, hein, on évite le conflit d'intérêts, mais sur des dossiers qui effectivement m'intéressaient, sur lesquels j'avais une volonté d'accompagnement. Donc, c'est des tickets qui sont différents. Ça va de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains dossiers. Et voilà, donc ça permet aussi de garder ce lien-là et le lien opérationnel et la visibilité pour l'accompagnement des entreprises. Et en complément à côté, effectivement, on a quelques solutions complémentaires. Donc, on a monté des solutions dédiées au marché du financement des factures, donc de générer de la trésorerie pour les entreprises. En France, ça s'est matérialisé par une plateforme qui est connue, qui s'appelle courtierfacturage.fr, qui effectivement est une plateforme de référence pour trouver des solutions de financement de trésorerie. Et côté suisse, on a structuré une offre qui s'appelle Facto Suisse, que je présenterai après effectivement dans nos volontés de développement. Et en complément de ces activités-là, avec des clients, on a effectivement quelques activités de promotion immobilière. Voilà, donc une activité assez globale qui tourne toujours autour du monde de l'entreprise et de l'entrepreneur,
avec une spécialisation très typée dans la finance, qui encore une fois est un métier totalement différent de la partie comptable, RH ou juridique. Dans les projets de développement, donc aujourd'hui, on a effectivement donc une structure franco-suisse qui effectivement nous amène encore plus vers Émilie et le global de la CCI France-Suisse et Romain, que je remercie aussi pour nous avoir présenté un peu l'offre globale de la CCI France-Suisse. Notre idée aujourd'hui, c'est effectivement de démocratiser un petit peu ce modèle-là d'échange d'affaires et de transmission d'entreprise qu'il peut y avoir entre la France et la Suisse. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que beaucoup d'entreprises en France pensent ne pas pouvoir se développer en Suisse via, par exemple, des rachats de sociétés ou des rapprochements, parce qu'ils pensent toujours que soit l'opération est trop élevée en termes de tarification, soit qu'il y aura des problèmes en termes de financement, ce que nous, on vient fluidifier par pas mal d'offres et de solutions, puisqu'on a l'occasion de faire régulièrement, chaque année, plus d'une dizaine d'opérations sur des PME franco-suisses. Et inversement aussi, des Suisses qui, généralement, essayent des fois de se rapprocher de structures françaises, qui ont souvent, et c'est le principal critère bloquant pour certains, c'est une problématique en termes de fiscalité. Effectivement, ils ne savent pas de quelle manière ils vont être fiscalisés sur des opérations qui peuvent se passer côté français via les créations et des rachats de sociétés. Et également en termes de ressources humaines, comment va se passer effectivement la mise à disposition, dans certains cas, de salariés suisses en France et inversement. Ce que nous, on vient effectivement fluidifier et améliorer aussi de concert par l'interprofessionnalité, où aujourd'hui, on essaye aussi de mettre en connexion des avocats, des experts comptables, des fiduciaires, des notaires, qui n'ont pas forcément vocation à travailler en tant que franco-suisse. Donc, généralement, ils sont plutôt intervenants sur leur propre pays que côté français ou côté suisse. Et nous, on vient essayer effectivement de créer une interprofessionnalité frontalière, transfrontalière, pour essayer justement de fluidifier et améliorer la cohésion et les possibilités de certains dossiers. Donc, ça, c'est notre perspective de développement, effectivement, entre guillemets, humaine et de réseau. En termes de développement du groupe, aujourd'hui, donc, la France a initié depuis 2 ans la création de filiales donc, sur le territoire français. Donc, c'est un système de création de filiales avec des gens qui sont sur le territoire, qui peuvent faire le front avec les clients. Nous, on a une équipe de back-office et de techniciens en ingénierie financière qui, basés en France et en Suisse, peuvent faire le lien et la technique sur les dossiers. Mais on cherche effectivement à démocratiser un petit peu notre système à nous de corporate finance qu'on a développé, qui plaît beaucoup aujourd'hui, surtout pendant cette période un peu de crise, où il faut plus régulièrement parler avec ses partenaires financiers. Donc voilà, on a développé ça. Et finalement, on a finalisé la création d'une plateforme qui s'appelle Facto Suisse, qui aujourd'hui est devenue un des leaders sur ce volet-là de création de trésorerie, de modélisation de trésorerie. Donc, c'est un rachat d'un actif circulant qui est les factures, qui permet de générer de la trésorerie pour les entreprises en B2B exclusivement. Voilà. L'objectif principal, il reste celui que beaucoup évoquent, hein, comme ça je vais conclure là-dessus. Beaucoup de relations. Aujourd'hui, démocratiser effectivement un peu ce modèle-là, démontrer aux gens et aux adhérents en particulier, français et suisses, qu'il y a des possibilités d'interaction entre la France et la Suisse et que ça ne pose aucun souci. Et puis surtout, essayer effectivement de générer du réseau et apporter de la valeur ajoutée, sans forcément une volonté de monétisation à chaque fois, mais plutôt dans un cadre d'échange assez sympathique qu'on a pu me présenter. Super, merci beaucoup Bruno, merci pour toutes ces informations. On a à nouveau quelques questions qui viennent d'arriver et je me ferai un plaisir de vous les poser tout à l'heure. On change une nouvelle fois de décor et on part en direction du secteur du transport aérien. Nous accueillons maintenant Sébastien Fabre, le CEO de SITA. C'est à vous Sébastien. Merci Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous présenter le groupe SITA. Donc, à propos du groupe, ce n'est pas une carte du taux de contamination Covid. C'est une carte qui vous donne en fait les points de présence de SITA dans le monde. Et, plus le point est gros, plus on a d'activité à cet endroit-là, et plus le point est foncé, plus on offre de services en local. Et je trouve que c'est finalement une représentation simple et efficace de ce qu'on fait. Donc la société, le groupe est basé à Genève. Nous sommes 4500 pour un chiffre d'affaires pré-Covid de 1,7 milliard, post-Covid 1,5 milliard. On va tâcher de remonter tout ça rapidement. Et le groupe a été créé en 1949 en fait, par 11 compagnies aériennes qui étaient pionnières dans le développement du transport aérien, dont Air France et Swissair.
Et donc, on est une start-up de 72 ans. Et on est toujours en fait la propriété de nos membres, 400 membres, 400 compagnies aériennes qui sont les propriétaires de la CITA. Notre activité est organisée en 3 pôles. Donc, premier pôle, si on clique une fois, c'est nos activités aéroportuaires. Donc, là, on fait de la gestion passager, donc dépose bagages, enregistrement, embarquement. De la gestion bagages, pour l'anecdote, en fait, il y a un seul système au monde qui permet de retrouver les bagages perdus. C'est un système qui s'appelle World Tracer que CITA fournit. On s'occupe aussi des opérations aéroportuaires. Donc ça, c'est toute la partie qu'en tant que passager, on ne voit pas, mais c'est l'organisation des ressources, l'organisation des équipements, l'allocation des slots à l'aéroport. Et enfin, une partie plus historique, tout ce qui est infrastructure et données, qui permet en fait d'informer tous les acteurs du transport aérien sur l'heure d'arrivée des vols. En fait, 75% des vols arrivent en avance ou en retard. Donc, c'est toute une activité pour savoir quand est-ce que l'avion va arriver, mettre les ressources en place et pouvoir s'organiser. Donc, ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est la gestion des frontières. Donc là, en fait, la première chose que CITA offre, c'est la possibilité entre les gouvernements et toutes les compagnies aériennes du monde d'échanger des informations passagers. Donc, vos données passeport, vos données visa et maintenant vos données passeport santé. On reviendra là-dessus. Ce qui évite, en fait, pour toute compagnie aérienne ou tout aéroport ou tout gouvernement d'avoir à se connecter à 200 autres acteurs. Donc, 200 fois 200, ça fait des échanges compliqués. Donc, la CITA est au milieu et centralise tout ça. Et on a développé aussi des systèmes de gestion de risque pour aider en fait les différents pays à savoir et à détecter les passagers qui peuvent être potentiellement à risque. Donc typiquement, si vous achetez un billet en cash et que vous avez 7 arrêts entre Genève et Paris, il y a de bonnes chances que vous soyez arrêté à la frontière et qu'on contrôle, que vous soyez contrôlé. Et enfin, le troisième pôle dont je m'occupe personnellement, c'est tout ce qui est en fait l'activité autour de l'avion. Donc là, on a des activités qui sont critiques d'un point de vue sûreté et sécurité. Donc les opérations vol, tout ce qui est plan de vol, communication entre l'avion et le sol. On fait du contrôle aérien, donc des applications qui permettent d'organiser en fait les différents plans de vol, l'espace aérien. On s'occupe aussi de maintenance avion, gestion des pièces détachées, échange de données entre l'avion et les grands acteurs tels que Boeing, Airbus et tous ces grands acteurs. Et puis enfin, quelque chose que vous avez certainement utilisé, c'est la connectivité à bord, la possibilité d'avoir du Wi-Fi ou du cellulaire pendant qu'on vole. Donc c'est un service qu'on estime tous en fait quelque part simple et qui devrait être à disposition, et pourtant c'est très compliqué de connecter un avion en vol et de fournir de la bonne connectivité internet dans un avion. Donc en fait avec tout ça, en fait en pratique ça veut dire que tous les aéroports, toutes les compagnies aériennes utilisent au moins un service de la CITA, et en tant que passager, chaque fois que vous allez prendre un avion, il y a de la technologie CITA là derrière. D'un point de vue personnel, donc, je suis vraiment, je pense, une bonne incarnation de la collaboration franco-suisse. Donc, je suis haut-savoyard de naissance, vaudois d'adoption, binational. Et dans 2 ans, j'aurais passé 50% de mon temps habitant en France et 50% de mon temps habitant en Suisse. Si on clique une fois, d'un point de vue études, donc je suis ingénieur en télécom de formation, et là encore un bel exemple de collaboration franco-suisse, puisque je suis diplômé de Télécom Paris, mais aussi d'Eurecom, qui est une école européenne qui a été fondée par l'EPFL et Télécom Paris et qui maintenant regroupe plus de 20 instituts européens d'études. Et enfin, si on clique encore une fois, merci, d'un point de vue professionnel, donc j'ai une carrière, je dirais, assez traditionnelle, entre guillemets, pour un ingénieur. J'ai commencé à la R&D, j'ai fait de la gestion projet, puis de la gestion produit, et puis j'étais en charge d'une première business unit, et puis d'une deuxième, et puis aujourd'hui, donc je suis le directeur général de CITA for Aircraft, qui est une entité en fait autonome du groupe CITA, c'est-à-dire que on opère, on développe, on vend
voilà, comme une société absolument autonome. D'un point de vue projet en développement pour la CITA, donc évidemment, on passe beaucoup de temps sur le Covid. Donc, on a développé un système d'échange de passeports santé, puisque chaque gouvernement y va de sa propre initiative. Soit être capable de valider une vaccination, soit un test PCR, soit autre chose. Donc, c'est une complexité à toute épreuve. On travaille beaucoup là-dessus. On a aussi, je dirais, au cœur de la crise l'année dernière, développé beaucoup de systèmes pour en fait, faire en sorte que les passagers puissent traverser un aéroport et monter à bord sans toucher aucun équipement. Donc, bien évidemment, la biométrie, on le faisait avant, mais on l'a déployé encore plus rapidement. Pouvoir utiliser son téléphone mobile comme la télécommande de tous les systèmes aéroportuaires ou dans l'avion. Aujourd'hui, je dirais, ce qui est un peu plus un plus gros challenge, c'est tout ce qui est environnement. Donc, on se focalise énormément aujourd'hui sur la réduction des émissions pour le transport aérien. C'est clairement vital pour cette industrie. Et typiquement, chez Cita4Aircraft, on développe des systèmes qui permettent en fait à un pilote d'optimiser son vol en fonction de la météo, mais aussi en fonction des performances de son propre avion. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez... Enfin, on ne s'y attend pas. Si vous prenez 2 A320, par exemple, 2 A320 ne volent pas de la même façon, ne vont pas consommer le même kérosène parce qu'ils auront embarqué plus ou moins d'eau, parce que les moteurs sont différents. Et donc, pour chacun des avions, on est capable de choisir la trajectoire la plus optimale et choisir le meilleur avion en fonction de la destination. Et ça permet de faire des économies jusqu'à 10% de kérosène sur un vol. Donc ça, c'est juste un exemple d'activité qui nous occupe beaucoup en ce moment et qui est vraiment un axe de développement stratégique pour nous. Et la digitalisation, c'est aussi lié à tout ça, à l'efficacité, à transformer beaucoup de processus. Le transport aérien, c'est à la fois très high-tech et à la fois très, très archaïque. On a encore pas mal de processus papier et donc on dédie pas mal de développement et de ressources à améliorer ces processus. Donc, je parlais tout à l'heure de la gestion des pièces détachées d'avion. Il y a des milliards de dollars qui sont dépensés à s'échanger des papiers entre plusieurs acteurs. Et donc, là-dessus, on a beaucoup de développement pour digitaliser tout ça, simplifier tout ça et le rendre aussi beaucoup plus sûr que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, pour finir, nos attentes sur l'adhésion en fait à CCIFS. Donc, il y a d'une part renforcer notre ancrage dans la région, localement, parce que la CITA, plus globale que la CITA, c'est difficile à faire. On a l'habitude de dire qu'on a le système financier le plus complexe au monde et un niveau de couverture qui est unique. Il n'en demeure pas moins qu'on souhaite être beaucoup plus implanté localement, en particulier pour développer nos relations avec nos entreprises voisines, pour des échanges technologiques, pour des échanges de façon de travailler. Donc, typiquement, on est en train d'établir des contacts beaucoup plus étroits avec les CFF, avec la SNCF, par exemple. Mais aussi pour pouvoir travailler sur des échanges technologiques et des projets communs avec des startups, avec des écoles. On travaille beaucoup avec des startups, on investit dans des startups, on fait des acquisitions, en général une par an. Et on souhaite en fait peut-être développer ça plus en local qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on se rend compte que contrairement à ce qu'on pense souvent, bien que le Covid nous fait tous travailler de la maison, les relations humaines, le fait d'être ensemble dans un bureau est très important. Donc quand on fait une acquisition, maintenant on cherche plutôt à la faire sur un des endroits, un des sites sur lesquels on est déjà. Et un point qui me tient particulièrement à cœur aussi pour moi, c'est le développement des talents. Actuellement, par exemple, je recrute et essayer d'avoir une bonne diversité, c'est vraiment très difficile. Si je parle de la diversité homme-femme dans les télécoms, c'est assez catastrophique. Donc, on se dit que peut-être en développant des relations avec d'autres acteurs, d'autres marchés, sur d'autres métiers, on arrivera peut-être à avoir une meilleure diversité à la CITA, recruter plus en local. Très, très souvent, on est obligé d'aller recruter, déplacer des gens, alors que je suis sûr qu'il y a plein de talents disponibles localement. Donc, on va essayer de développer tout ça. Et donc, c'est un de nos enjeux dans l'adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de recruteurs qui sont avec nous aujourd'hui, donc ils auront probablement entendu votre appel. Et effectivement, la CCI France Suisse, pour trouver ce genre de partenariat, c'est une excellente plateforme. Alors, je rappelle à tous les participants que vous pouvez toujours poser vos questions à nos intervenants dans la partie conversée qui se remplit bien. Et je vais maintenant passer la parole à notre dernier intervenant qui s'appelle Antoine Malherbe et qui va nous emmener dans l'univers de l'aménagement d'espaces extérieurs de ProUrba Suisse, pour laquelle Antoine est responsable de filiale, chargé d'affaires et également associé. C'est à vous, Antoine, on vous écoute. Juste réactiver votre micro. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous. Merci en effet à la CCI de nous accueillir sur des plateformes comme ça, c'est très intéressant. Donc, présentation rapidement de l'entreprise. Donc, en fait, ProUrba, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans. On intervient sur tout ce qui est aménagement d'espaces publics, ou d'espaces d'aménagement urbain, qui va de l'aménagement de places de jeux d'enfants, mobilier, sport, en allant jusqu'à la mise en œuvre et la maintenance. Donc l'idée, c'est d'aller du concept jusqu'à la réalisation et la maintenance. L'entreprise, en fait, c'est créé. ProUrba est une entreprise qui a plus de 40 ans, qui a été rachetée, on va dire, par une petite entreprise lyonnaise dans laquelle j'avais travaillé aussi plusieurs années avant, qui s'appelait Diversité, donc une plus petite entreprise qui a racheté une un peu plus grosse. Aujourd'hui, c'est plus de 60 personnes dans le groupe, présents sur toute la France. L'idée de ProUrba, c'était vraiment un précurseur de tendance, c'est-à-dire qu'en fait, c'était assez novateur dans l'approche et dans les solutions proposées. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'aménagement urbain, encore plus en Suisse, parce que c'est une spécificité que j'ai pu remarquer quand on a quand on a monté la filiale, c'est qu'il y a une idée, on va dire, de l'aménagement urbain et de l'aménagement d'espaces publics, de jeux, etc., qui était un peu plus, sans être méchant, mais un peu plus old school, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi, nous, en tant qu'aménageurs, et puis de proposer des solutions globales, pouvoir proposer quelque chose d'un peu novateur. L'idée également, c'est de pouvoir, donc c'est pour ça aussi qu'on a intégré maintenant du designer, donc on a 2 designers en interne, un ingénieur, structure, pouvoir concevoir, comme on le voit sur les petites images en bas, carrément de l'esquisse, jusqu'à après à faire des 3D, et après à fabriquer avec nos partenaires. Donc on n'est pas fabricant, on est juste, on s'associe avec nos partenaires qui peuvent être des serruriers, ébénistes, vendeurs et fabricants de jeux, de cordages ou autres, de manière à faire une sorte d'assemblage final pour proposer une solution globale. L'idée, c'est de savoir aussi orchestrer tout ça, c'est-à-dire qu'en proposant quelque chose de global, de pouvoir proposer aux clients non seulement une solution par rapport à une demande qui peut être souvent d'aménager par exemple une place de jeu, sauf qu'en fait la place de jeu en elle-même se situe dans un contexte qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est vraiment nouveau aujourd'hui et indispensable pour nous d'apporter en fonction de l'environnement, qui peut être architecture des bâtiments autour, qui peut être si c'est très paysager, quelle va être l'utilisation, quelles sont les populations visées en termes de tranches d'âge d'enfants, etc., de manière à ce qu'en fait l'aménagement il ait un sens global et qui fonctionne. Voilà, il n'y a rien de pire que de faire un aménagement qui ne fonctionne pas. On en a défait un qui avait été fait par un confrère, qui avait 5 ans devant un centre commercial. Il n'y avait aucun enfant dessus, donc c'était esthétique, mais il n'y avait rien de ludique. Donc on a refait complètement autre chose en prenant, en écoutant bien le client, c'était quoi son attente, et puis en refondant, on va dire, un peu la place de jeu telle qu'elle avait été au départ. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute et de proposer un projet un peu global et aussi complet, et qui, l'idée quand même, c'est quand même d'aller amuser les enfants quand on est sur des jeux, de répondre à un vrai problème aussi de mobilier, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les mêmes mobiliers suivant où on se situe dans une ville, ou même dans des environnements privés qui peuvent être en effet aéroports, qui peuvent être des gares, etc. Donc c'est prendre vraiment le maximum de données de manière à ce que ce qu'on propose ait un sens et une finalité. Donc en fait, on a monté la filiale il y a maintenant 5 ans,
en Suisse. On avait de plus en plus de demandes qui venaient de la Suisse et d'entreprises étant basées à Lyon et à Paris. C'était plus compliqué d'intervenir sur la Suisse et puis en même temps avec des freins qui peuvent être un peu de culture, mais qui étaient aussi de douane, qui étaient un peu aussi en termes d'approche. On s'est dit que c'était plus intéressant de créer une filiale. Donc, on a monté cette filiale sur laquelle, en effet, je suis associé. Et aujourd'hui, on a de belles perspectives. On a un chiffre d'affaires qui a vraiment grimpé. Donc, aujourd'hui, on a une structure qui est viabilisée et qui va nous permettre maintenant de développer. Voilà. J'ai le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà, juste pour me présenter rapidement, donc moi, j'ai un cursus universitaire basé sur la gestion de projet et l'optimisation de process. J'ai travaillé au départ dans l'industrie automobile qui n'avait rien à voir chez Valeo pour faire de la qualité sur des projets de recherche, avant de mettre en place de l'optimisation de projets sur des projets d'ingénierie électrique chez Cegelec. Et avant d'arriver, un peu par hasard, via une connaissance, via ma patronne qui était déjà une amie à l'époque, dans l'aménagement urbain chez ProUrba, diversité à l'époque, en 2003. Après, j'ai fait plusieurs autres métiers. Je suis parti voyager 1 an, j'ai eu un parcours là, et je suis revenu il y a 5 ans chez ProUrba pour monter ce challenge de créer une filiale en Suisse et de la développer. Donc, en fait, ma formation, on va dire, sur le métier du commerce, des chantiers, de tout ce qui est aménagement, etc., elle s'est faite, en fait, vraiment par le terrain et par l'expérience, et pas par une formation, on va dire, classique universitaire. Aujourd'hui, on a une relation vraiment de confiance, et je pense que c'est important, en effet, de vraiment l'humain dans les relations humaines et dans les relations d'entreprise, parce que la relation qu'on a, en fait, dans le développement de la filiale avec mes 2 associés qui sont mes patrons, me permet d'être très serein sur moi, mon approche au niveau en interne, et également de travailler en bonne coordination et de pouvoir avoir des belles perspectives de croissance sans qu'on soit, on n'a pas besoin de se mettre des suivis, on va dire, journaliers ou hebdomadaires pour savoir ce que font les uns les autres. Voilà. Slide suivant. Donc oui, juste pour finir, oui, je suis Dijonnais d'origine et je vis à Lyon encore. Voilà, maintenant que la filiale est viable, il est question en effet de s'expatrier sur la Suisse avec ma petite famille, parce que voilà, c'est voir si tout est viable. Les projets en développement, en fait, donc le développement du chiffre d'affaires, il s'est fait, il est passé de 75 000 francs à plus d'1 million en 5 ans. Aujourd'hui, à mi-février, on est à 70% du chiffre d'affaires de 2020. Donc, on a une belle croissance. Aujourd'hui, du coup, je suis un peu seul depuis le début, à part une assistante à mi-temps qu'on a embauchée en 2017 pour gérer tout, c'est-à-dire la partie commerce, la partie travaux, la partie finance, la gestion avec les fournisseurs, les sous-traitants, etc., les chantiers, jusqu'à du SAV. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué à gérer tout seul. Donc, en termes de développement, il me faut un conducteur de travaux qui va pouvoir gérer tout ce qui est travaux, conduite de chantier, gestion de tout ce qui est sous-traitant et intervenant sur les chantiers. Donc ça, c'est l'embauche qui est prévue dans l'idéal sur le premier trimestre 2021, parce qu'on a de gros projets en perspective, notamment celui que vous voyez qui est avec le bâtiment doré. Donc ça, c'est un bâtiment qui est en construction à Yverdon, un bâtiment un peu dingue, réalisé par un Français qui a monté ça, mais qui est en Suisse depuis 20 ans. Et nous, on va faire une grosse tour qui fait 10 mètres de haut à côté, toute facettée, sur mesure, qu'on a designé avec un designer néerlandais. Donc ça, c'est le projet qu'on devrait réussir à mener sur le premier trimestre. L'idée, c'est de le finir même fin mai. Et après, on intervient également sur des projets, comme en intérieur, sur la petite photo à droite, dans un centre commercial, où malgré la place assez restreinte qu'on avait, qui est un peu sous un amphithéâtre, on arrive à créer quelque chose d'assez ludique, assez intéressant. Donc c'est toujours là de savoir quelle est l'attente réelle du client. Et puis après, on l'a amené de plus en plus sur des choses où même nous, on n'avait pas forcément l'habitude de proposer au départ.
Donc ça, c'est un peu, nous, nos clients sont en même temps privés et publics. Privés, ça va être en effet des coop manors, ça peut être aussi des gares, etc. Mais publics, comme tout ce qui est les communes avec qui on travaille régulièrement. Et je vais faire le dernier step parce que je suis déjà 1 minute en retard. Voilà, donc en fait, moi, par rapport à l'adhésion à la chambre de commerce, elle m'a permis d'avoir beaucoup d'échanges avec d'autres acteurs du marché, d'avoir des belles expériences aussi sur des rencontres business qui sont organisées, qui sont vraiment de qualité et avec des prospects vraiment identifiés sur lesquels il y a forcément des choses à échanger. C'est aussi la qualité d'écoute des propositions de la chambre de commerce et de tout le réseau qu'il peut y avoir sur des questions qu'on peut se poser des fois, même toutes bêtes, administratives ou autres. Et puis avec une équipe quand même vraiment menée, on va dire, d'une main de maître par Romain, mais qui est vraiment toujours accueillante et souriante. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Sachant que j'ai décidé aussi, je partage les bureaux avec eux. C'est-à-dire que j'ai pris mon bureau au sein de la chambre de commerce. Et puis, ça permet également de s'ouvrir un peu à d'autres horizons. C'est pour ça aussi que je participe aujourd'hui. C'est que malgré les horizons très différents, etc., on a tous forcément à apprendre et à échanger les uns des autres. Donc, en fait, de toute façon, le réseau, pour moi, reste la priorité pour développer une activité et puis pour se sentir bien aussi dans un pays. Parce que, mine de rien, la Suisse reste un pays étranger pour la France. C'est pas, voilà, on n'est pas en France, on est dans un pays étranger avec tout ce que ça implique de facile et de moins facile. Voilà. Merci. Merci beaucoup Antoine. Alors je vous propose à nos 4 intervenants de réactiver vos caméras et puis vos micros pour qu'on puisse passer à une petite session de questions-réponses. Merci en tout cas à tous les 4 pour ce panorama de vos différentes activités, effectivement très dans des secteurs d'activité très très divers, mais qui nous montrent aussi la diversité qu'on peut avoir au sein de notre réseau de membres. Alors la première question, je vais peut-être repasser à Lou. On nous a demandé si le programme de la Grange au Lac était disponible. Alors peut-être que vous avez la possibilité de nous mettre le lien dans la partie conversée pour qu'on puisse aller voir après la programmation. Avec plaisir. C'est en effet disponible sur notre site internet. Donc je mettrai le lien dans le chat. Par exemple, le prochain événement, ça va être le Printemps à la Grange, qui est un festival de piano et qui se déroule du 14 au 16 mai. D'accord. Votre clientèle se répartit comment entre le privé, le business, les familles? En ce moment, là, même pendant notre réouverture, c'était pas du tout business, pas du tout de MICE. Par contre, cet été, on a eu une belle clientèle loisir. Donc, on voit que dès qu'on a rouvert, les gens attendaient vraiment de pouvoir ressortir et profiter un petit peu. Mais sinon, c'est à peu près équivalent. À peu près équivalent. Très bien, merci beaucoup Lou. En ce qui vous concerne Bruno, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des particularités de transmission d'entreprise entre la France et la Suisse? Alors, effectivement, le marché est totalement différent entre les deux pays. Un des avantages côté français va être l'activation potentielle effectivement de BPI France, qui est l'État qui a des véhicules spécifiques et qui se porte garant effectivement auprès des banques pour permettre les financements. Et côté suisse, on va avoir effectivement une approche totalement différente avec effectivement des bilans qui sont un peu moins détaillés que ce qu'on peut connaître dans le reste de l'Europe, mais pour autant avec des avantages assez indéniables par rapport à la protection effectivement de certains marchés. La Suisse protège très bien son économie, donc il y a des particularités qu'il faut bien analyser, bien structurer, et c'est ce qui nécessite effectivement sur beaucoup de deals une intervention d'un partenaire et d'une banque d'affaires plutôt que de se lancer un peu à l'aventure. Donc il faut bien connaître les différences entre les deux pays quand on veut effectivement passer la frontière et pouvoir racheter une société avec normalement on a la vision de notre pays. Quand il faut passer là à la frontière, il faut effectivement mettre le nez dans pas mal de choses un peu différentes. Merci beaucoup. Est-ce que vous aidez également les entreprises à travers la crise? Est-ce qu'il y a d'autres solutions de financement que les aides cantonales et publiques actuellement? Alors, j'ai vu qu'il y avait eu aussi une question. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc nous, on a eu une période assez dense pendant laquelle, côté suisse, on a effectivement les prêts publics, la même chose qu'en France. En France, c'est le PGE. En Suisse, il y a eu différentes solutions effectivement qui ont été proposées au niveau cantonal et fédéral. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions effectivement pour pouvoir financer les entreprises.
Une des problématiques aujourd'hui du marché suisse, c'est que la plupart des banques suisses ont peu d'outils par rapport à ce qui existe en Europe pour accompagner finalement les entreprises. On est beaucoup sur de l'accompagnement court terme, donc plutôt de l'ATF, de l'avance à terme fixe, du découvert, et effectivement une activité dans laquelle on peut apporter des solutions un peu différenciantes. Donc aujourd'hui, on peut refinancer certains actifs, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui en Suisse et en France aussi d'ailleurs. Les lois fiscales et autres sont en train de changer pour permettre d'améliorer ces refinancements. Donc on peut refinancer du matériel dont on est déjà propriétaire, on peut refinancer du stock dont on est déjà propriétaire, je le précise à chaque fois. Si on n'a pas encore payé le fournisseur, on ne peut pas refinancer un actif qui ne nous appartient pas. Et en l'occurrence, une de nos plateformes, c'est effectivement refinancer un des actifs, qui est un actif circulant, qui est la facture. Aujourd'hui, quand on a un délai de paiement à 30, 45 ou 60 jours, on peut avoir effectivement un transfert de propriété. On peut vous racheter votre facture et avoir de l'argent en 24 à 48 heures, ce qui permet effectivement de trouver une solution de financement complémentaire. Et ces différentes solutions, elles sont soit effectivement via du nouvel endettement, donc ça peut rajouter de l'endettement, soit sur de la cession d'actifs type facture, donc factoring, etc., qui ne sont pas du nouvel endettement, mais simplement une cession d'un actif. Donc il y a un panel de solutions aujourd'hui, c'est 3-4 parmi tant d'autres, sur lesquelles aujourd'hui on peut activer pas mal d'options et qui généralement ne sont pas commercialisées par les banques, qui ne sont pas forcément conseillées par les fiduciaires et qui permettent pourtant de générer du cash, voire des financements. Ce qu'on appelle le CAPEX, donc financer du matériel, peut être financé via du leasing en dehors de sa banque classique. Donc il y a tout un panel de solutions qui existent, mais qui finalement est assez méconnu par les entrepreneurs par manque d'informations un peu globales en Suisse. D'accord. Notre public voulait également savoir si vous étiez actif dans un secteur économique en particulier ou pas. Alors, nous, c'est plutôt des exclusions aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, 80% de l'activité se fait sur des secteurs assez classiques, donc de l'industrie, métallurgique, plasturgique, agroalimentaire, c'est des activités qu'on accompagne régulièrement. Le BTP avec des spécificités, on l'avait montré tout à l'heure, on a une plateforme dédiée au monde du BTP en France et en Suisse, qui s'appelle BTP Factor, qui intervient effectivement sur des sujets bien particuliers, les financements de retenue de garantie, les financements de situations de travaux. Et puis après, on a une activité qui est assez diversifiée, transport, l'informatique, mais principalement des intégrateurs ERP, voilà, donc de tout type, un peu moins de start-up, mais plutôt des intégrateurs. Et après, c'est plutôt des exclusions. On a certains métiers où on est un peu moins efficace, parce qu'on a moins de partenaires. Donc, ce qui est aujourd'hui hôtellerie, restauration. Bon, désolé pour Lou, mais pas besoin de nous, mais voilà. Voilà. Hôtellerie, restauration, on a un peu moins d'activités, on a un peu moins de partenaires dans le domaine. Et puis, certains métiers de service où on est un peu moins présent. On a souvent aussi des demandes sur des gens qui veulent racheter des sociétés de services. On est un peu moins opérationnel. Pour autant, on a du placement de personnes. On a fait des ventes sur des sociétés de placement de personnes. On a des boîtes de transport. Voilà, on est très typé sur des boîtes B2B. Et après, dans certains cas, effectivement, sur le B2C. Mais à partir du moment où c'est du B2B, généralement, on peut intervenir. D'accord. Et vous avez parlé dans votre présentation d'aller développer différentes filiales en Suisse. Est-ce que vous comptez attaquer le marché roman, suisse alémanique, toute Suisse, et sous quelle forme? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le même système de filiale qu'on a monté en France, c'est-à-dire qu'on cherche des profils sur des métiers connexes. Alors si c'est des métiers, des gens qui connaissent déjà la transmission entreprise, pour nous, c'est parfait. Il y a peu d'acteurs, on trouve quelques acteurs qui sont des indépendants, mais qui nous vont très bien, parce qu'on va élargir un petit peu la gamme de produits et d'activités. Donc on propose effectivement un système de filiales. Aujourd'hui, on reste majoritaire, mais on leur permet à 3 ans de monter à 49% de la filiale. L'objectif étant de les former sur l'intégralité des produits qu'on peut commercialiser et des métiers, donc le conseil financier, le financement, la structuration et effectivement le M&A, donc la transmission pour ceux qui ne sont pas forcément du métier. Et on cherche des fois des métiers sur des profils sur des métiers connexes, donc ils vont peut-être gérer des choses auprès de dirigeants, de l'assurance de personnes, de l'assurance professionnelle pour les entrepreneurs, les entreprises, des métiers de gestion de patrimoine ou gestion de fortune, voilà, des métiers connexes qui voudraient effectivement se développer, avoir des activités plus complémentaires. Et donc, on les pousse effectivement à monter des filiales en commun avec nous, ce qui permet un développement organique, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de croissance externe, on ne trouve pas d'opportunité. Donc, aujourd'hui, principalement Suisse romande. Donc, on essaye d'étoffer un peu et de donner la possibilité. On a monté un établissement à Lausanne, mais on peut le matérialiser par une filiale commune avec quelqu'un. On cherche effectivement dans le Valais actuellement, qui est une zone un peu particulière, surtout sur le volet transmission. Il faut avoir effectivement un lien local pour faire du front. Et l'objectif sous 2 ans, c'est de pouvoir potentiellement s'ouvrir à la Suisse plutôt côté alémanique avec Zurich ou autres structures qu'on pourrait monter. Donc le modèle est déjà structuré juridiquement et
Et sur le plan opérationnel, avec toutes les plaquettes, les conventions de partenariat, tout est mis à disposition des filiales. Super Bruno, je vous attends pour la Suisse alémanique quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Une question pour Sébastien. On était assez curieux de savoir comment fonctionnait votre technologie de passeport santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, on vient de lancer une plateforme en fait. Donc un des gros problèmes du passeport santé, c'est qu'il n'y a pas un passeport santé et que donc IATA vient d'en lancer un parmi d'autres. Donc nous, on va faciliter en fait la compatibilité entre tous les passeports santé, la sécurisation des échanges entre les passeports santé et faire en sorte, un peu comme on le fait sur les passeports d'identité, faire en sorte qu'un pays qui souhaite mettre en place une régulation ou un système puisse en fait se connecter à n'importe quel système d'un autre pays ou de IATA ou d'autres comme le WCTC donc voilà. Donc en fait on met en fait une plateforme d'échange et de standardisation entre tous les acteurs qui sont en train de lancer leur propre passeport santé. D'accord. Donc, voilà, toujours dans votre rôle de facilitateur et de connecteur, si je puis dire. On nous a posé aussi une question sur qu'en est-il des technologies aujourd'hui d'avions électriques? J'ouvrirai même le sujet par rapport à l'hydrogène. Est-ce que vous êtes un petit peu au fait de ces tendances-là? Alors, tout à fait, et on travaille aussi sur ces sujets-là, parce que l'avion soit électrique ou à propulsion autre, il faut organiser le transport aérien, le trafic aérien, pardon, il faut organiser la sécurité, il faut organiser les flux passagers, les flux bagages. Donc finalement, pour nous, je dirais, c'est un petit peu égal, mais on prépare et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. La raison pour laquelle j'ai plutôt mentionné le côté l'optimisation des rejets de CO2 et la réduction des consommations de kérosène aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une approche très court-termiste. On essaie vraiment d'avoir un impact maintenant. Typiquement, à la CITA, on a décidé il y a 3 ans d'être neutre en émissions carbone l'année prochaine, et on le sera. Et donc, plutôt qu'attendre en se disant, bon, bah, la solution viendra dans 10 ans, 15 ans, lorsque tous les avions qui polluent seront remplacés, on se dit, oui, on travaille là-dessus, mais on peut aussi faire quelque chose aujourd'hui et réduire de 10% la consommation d'un avion sur un vol, c'est faire quelque chose tout de suite. Donc, on essaie de travailler sur les deux tableaux. Bravo, merci beaucoup. J'ai eu une réaction également dans la partie conversée. C'est-à-dire, vous travaillez avec les startups, c'est intéressant. J'en profite pour faire le lien avec l'événement Le Bridge que vous sponsorisez, qui est un événement qu'on va réaliser à Zurich pour mettre en relation des startups et des grandes entreprises comme la vôtre. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Mais c'est un peu en ligne avec ce dont je parlais à la fin de ma petite introduction. Donc, c'est faire connaissance avec des startups qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Si je regarde un petit peu aujourd'hui notre façon d'interagir avec des startups, on investit dans des fonds qui vont eux-mêmes après investir dans des startups. On ne fait pas ça nous directement en général. Quand on le fait, on prend la majorité. On travaille avec des startups qui sont en général à San Francisco, à Londres, etc. Et on s'est rendu compte que localement, finalement peu, alors qu'il y avait des choses très intéressantes. Récemment, on a travaillé avec 2-3 startups sur Lausanne, une sur la blockchain, etc. Et donc, plutôt qu'aller chercher très très loin certaines technologies qu'on peut avoir ici en local, sachant qu'on a nos équipes, on a notre siège ici, on a beaucoup de moyens, on essaie de se rapprocher, de refaire des choses. Il y a aussi un intérêt quelque part. Si on veut, sur le marché, on est 2 gros acteurs qui adressons un petit peu la même demande. Il y a un acteur nord-américain et nous, on a un acteur européen. Et on essaye aussi d'être un petit peu alignés sur le fait qu'on joue la carte européenne et on essaie de développer le tissu local. Voilà. Super. Merci beaucoup Sébastien. J'ai une question pour Antoine maintenant. Est-ce que dans vos activités, vous prenez aussi en charge les aménagements des espaces verts? Alors, oui, c'est possible. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec, de toute façon, des partenaires. C'est vrai que moi, aujourd'hui, sur Suisse, je n'ai pas d'équipe de pause, voilà, pro-urbain, contrairement
aux deux entités, on va dire, françaises qui sont basées à Paris et à Lyon. Mais par contre, je m'appuie sur vraiment des entreprises partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui vont être capables de gérer la mise en œuvre des jeux jusqu'au sol, mais jusqu'à tout ce qui est bordure, béton, etc. Et donc, la partie espace vert, en effet, en fait partie. Donc, soit les activités sont séparées en fonction de ce que le client, mais on sait prendre un projet global et à ce compte-là, s'associer avec les bons partenaires. Donc, oui, bien sûr. D'accord. Et la crise, elle a fait ralentir votre activité ou est-ce que les collectivités ont gardé les projets d'aménagement et les budgets intacts? Non, alors, ça s'est vu côté français. C'est-à-dire qu'en effet, la crise ralentit certaines prises de décision. Dans le milieu privé, parce qu'on travaille beaucoup avec les immobilières commerciales type Imochamp, Frais, etc. Il y a des projets qui ont continué, et de très beaux projets. Maintenant, il y a un peu une incertitude sur le futur, notamment aussi au niveau des gros centres commerciaux. Voilà, parce qu'ils sont quand même aujourd'hui pas très fréquentés. Donc, aller mettre de gros investissements sur ce qui se fait à l'extérieur reste un peu une inconnue pour eux. Et les communes, c'est pareil. Des projets, en fait, il y a toujours des projets parce que de toute façon, la population augmente, que ça construit dans les communes. Donc, il y a des projets et une demande. Maintenant, leur incertitude, elle est plus liée, on va dire, aux moyens de financement, c'est-à-dire que est-ce qu'ils auront autant de dotations au niveau des collectivités locales qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, c'est leur incertitude. Et après, on a aussi certains, on va dire, confrères et concurrents qui ont un peu plus de mal à traverser la crise et donc du coup une pratique plus concurrentielle, plus dure avec des prix plus bas. Donc il va falloir aussi s'adapter à ça. Côté suisse, moi je l'ai pas réellement vu. J'ai des projets beaucoup qui augmentent, mais aussi parce que par rapport justement à tout ce qui est centres commerciaux par exemple, en fait il y a un vrai retard. Ils le disent eux-mêmes. Si dans 5 ans ils n'ont pas rénové leurs centres commerciaux et leur offre face au e-commerce, ils ne seront plus là. Donc, ils ont besoin d'accélérer les choses. Au-delà de ça, les communes, aussi pareil, ont des projets. Et non, moi, j'ai la chance, côté suisse, de ne pas réellement voir de frein sur les projets. Donc, voilà. Tant mieux, on vous souhaite que ça dure. J'ai peut-être une dernière question pour nos 4 intervenants. Quels sont pour vous les plus gros challenges de faire des affaires en Suisse par rapport à la France? Je ne sais pas, Lou, est-ce que vous, par rapport à votre clientèle, vous adaptez un petit peu votre façon de faire? Alors, non, pas forcément finalement. Alors, moi, je suis surtout sur Genève et Lausanne, donc on est finalement pas si loin. Et c'est une alternative un petit peu à l'offre qu'il y a sur Genève en termes d'hôtellerie. Donc, nous, c'est un petit peu différent. Donc, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Des fois, on a juste des entreprises qui n'ont pas le droit, par exemple, de venir faire des événements en France. Donc, c'est juste ça, des fois, qui bloque, mais ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça. D'accord. Et pour un franco-suisse comme Sébastien, qui d'autant plus a l'habitude de travailler à l'international, comment est-ce qu'on s'adapte sur le marché suisse finalement, d'après vous? En fait, d'un point de vue marché, nous, si on regarde nos clients, c'est quand même nos clients sont assez finalement les mêmes, parce qu'un aéroport, que ce soit Charles de Gaulle, Zurich, Genève, Lyon, etc., ils ont quand même des besoins assez similaires. Donc, je dirais, de notre point de vue, c'est pas tellement vis-à-vis de nos clients que les choses sont différentes, c'est plutôt plus sur le côté recrutement, employés, etc. Et je dois dire que quand on cherche à embaucher, le fait d'être basé à Genève, d'être basé en Suisse, c'est plutôt en général un plus. Donc, c'est plutôt une facilité pour nous d'être ici comparé à notre bureau de Paris, où on recrute aussi, on a un bureau à Paris. Historiquement, notre siège est à Paris d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sur le côté employé, sur le côté client, c'est vraiment assez standardisé pour nous, même dans le monde. Bruno, qu'est-ce que vous en pensez? Le côté suisse, il faut faire attention à quoi? Nous, dans notre métier, qui est un métier quand même assez particulier, c'est du conseil, donc ça reste basé quand même sur la confiance. Nous, là où on s'est vraiment rendu compte qu'il pouvait y avoir une différence, en Suisse, il faut vraiment démontrer la valeur ajoutée effectivement qu'on va apporter sur le dossier. L'intermédiation unique, c'est pas qu'elle est mal vue, c'est qu'elle est plutôt moins comprise qu'en France. En France, effectivement, l'intermédiation est nécessaire sur pas mal de métiers avec les filiales de banque ou autres.
En Suisse, on est plutôt sur un système où la plupart de nos clients sont en monobanking, donc sur des groupes qui vont des fois jusqu'à 30, 40, 50 millions de francs. On voit du monobanking, hein, ce qui est historique. En France, à partir de 7-8 millions, on a déjà 3-4 banques. Donc, on a plus l'habitude de parler avec voilà, plusieurs partenaires financiers, etc. En Suisse, effectivement, il faut qu'on démontre qu'il y a d'autres possibilités que le monobanking. Il y a d'autres possibilités effectivement de financement, que ça va beaucoup plus loin que le simple cadre de la banque. Et donc, par ce biais-là, il faut démontrer et apporter de la valeur ajoutée, entre guillemets, de manière beaucoup plus régulière pour démontrer aux clients qu'on peut aller plus loin que le simple système dans lequel il est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en Suisse, c'est quand même bien ancré. Hein. C'est voilà, le banquier unique qui fait tout est très, très ancré. D'ailleurs, il bloque beaucoup de choses au niveau juridique pour des fois faire d'autres modes de financement. Donc, c'est voilà, vraiment démontrer en apportant de la valeur ajoutée à des clients suisses qu'il y a d'autres possibilités. Et ça c'est un travail au quotidien, ouais, côté suisse. La confiance, la patience aussi, je pense qu'il faut se donner peut-être un petit peu plus de temps. Antoine, qu'est-ce que vous en pensez? Les affaires, elles se font plus rapidement côté suisse ou ça demande un peu de patience? Non, non, ça demande de la patience. Les prises de décision ne sont pas forcément plus lentes ou rapides. Il y a quand même en effet des spécificités. Bon, c'est vrai que quand on arrive en Suisse et qu'on est français et qu'on s'implante, il faut juste être assez humble et puis pas arriver en terrain conquis. Parce qu'en effet, les Français sont vite mal vus si on travaille comme ça. Donc voilà, on a, je sais pas, moi les entreprises, même celles qui sont acteurs du marché, entreprises d'espace vert ou etc., qui peuvent être des partenaires, m'ont regardé un peu d'un œil un peu bizarre au départ, sachant pas si j'étais un concurrent, si je pouvais être partenaire, comment j'allais travailler. Et en fait, en étant vraiment, moi j'ai toujours eu un fonctionnement assez transparent et puis simple, où on se parle, et puis sur certains chantiers on peut être concurrent, sur d'autres on est partenaire, sur d'autres voilà, les uns ça apporte des affaires, etc. Et je pense qu'il faut voilà, bien prendre en compte la spécificité locale. Mais par contre, en termes, moi j'ai remarqué quand même une chose, c'est qu'en termes de gestion de projet, ça fonctionne vraiment différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une vraie gestion de projet telle qu'on peut la voir ou que j'ai pu la vivre en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez entremêlé. Il y a des choses qui, voilà, enfin, par exemple, aujourd'hui, ça fait 9 mois qu'on est adjudicataire d'un chantier avec une commune et aujourd'hui, ils font juste une demande d'autorisation de travaux sans savoir en fait s'ils l'auront. Ce qui est assez dingue en fait. En fait, c'est travailler à l'envers. Enfin, clairement, voilà, sans être méchant, mais là, c'est travailler à l'envers. Mais c'est assez fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dans des process très rapides, donc ils ont le temps. Je parle des clients sur les prises de décision. Donc, par contre, après, il faut que ça aille très vite. Forcément, ils veulent tout pour le lendemain ou pour la veille. Mais je dirais que la gestion de projet est assez différente. Après, c'est vrai que nous, juste pour revenir, c'est vrai qu'une remarque, on a été aussi aidé par BPI France. Donc, on a été cofacé, comme on dit au départ, ce qui nous a permis, on va dire, de gérer l'implantation de manière plus simple pour les finances du groupe ProUrba, puisqu'on a eu une avance de trésorerie qu'on a remboursée maintenant. Mais c'est vrai que ça a donné un petit coup de pouce au développement sans taper, on va dire, dans les ressources et dans la trésorerie du groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup Antoine. Merci à tous les quatre pour vos présentations et puis pour vous être prêtés au jeu des questions-réponses. C'est le moment maintenant de partir, de disparaître dans nos salles de discussion où on va se retrouver en petits groupes. Il y aura un animateur de la CCI France-Suisse dans chacun des groupes pour faire la modération. Donc, je vous souhaite un bon réseautage et il vous suffira juste d'accepter la notification que va vous envoyer le modérateur. À tout à l'heure. Merci, Émilie. Merci à vous. Merci.